Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être là, toujours fidèles à notre programme et surtout troisième jour de l'Aïd. Nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver et surtout on reprend aussi nos habitudes et nos horaires, 8 h du matin durant la semaine et puis 9 h aussi les week-ends avec Mahrez Rabia et toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Nous allons continuer dans cet esprit de fête et surtout de joie avec cette célébration de Eid al-Fitr, bien entendu, Eid Sghir avec bien évidemment des associations qui continuent à nous parler de leurs actions à travers les hôpitaux et à travers aussi cette entraide et cette solidarité, rendre le sourire également aux enfants. Nous allons recevoir l'association ASEM de l'entraide méditerranéenne, à leur tête Madame Nassera Arsouli Boudrich qui sera sur notre plateau, ainsi que ses invités et surtout membres de l'association qui nous parleront de leurs actions. Comme chaque année, ils sont là, très solidaires et surtout fidèles à leurs actions. Ils nous en parleront en détail à travers leurs différents projets dans l'association. Aïda Mechri, comme chaque jeudi, elle est là. Cette fois-ci, encore une fois, elle nous parlera de cette chaleur entre les familles et surtout le lien familial qui réunit donc l'ensemble des membres de la famille et surtout durant les fêtes. C'est très important d'en parler. Elle sera là pour nous donner quelques codes à retenir. Et puis, Jamal Sanhadri sera là, le sous-directeur de la production de la chaîne 3, sera parmi nous pour nous parler de cette opération qui a été lancée durant Ramadan avec les membres donc, et surtout les journalistes de la chaîne 3, les animateurs de la chaîne 3. Une opération qui a été lancée durant Ramadan, c'est un sourire, un jouet, un sourire pour un enfant. Donc ils font ça chaque année à travers les hôpitaux avec le Croissant Rouge algérien, une belle opération de collecte de jouets. Et bien cette opération va être a été relayée hier, avant-hier pardon, le premier jour de l'Aïd. Et bien il sera là pour nous parler des détails de cette opération. Et puis Rahim Abdelaziz, notre spécialiste maison de l'environnement également sera là pour nous parler de son travail du côté d'Al Bayad. Ça continue, on parlera encore aujourd'hui d'Al Bayad et surtout cette région et cette nappe d'alpha qui enrichit aussi la région. C'est très important de pouvoir en parler et surtout parler de l'industrialisation de cette alpha. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à 9 h 30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous servir. Tout de suite, nous allons nous enquérir des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, elle est en forme, on la retrouve avec grand plaisir. Hier, deuxième jour de l'Aïd avec nous. Aujourd'hui, troisième jour avec nous également. Mina, comment ça va? Ça va. Alors, vous avez mangé trop de macroute, il paraît. C'est son gâteau. J'avoue. Il ne faut pas qu'elle nous dise dans les coulisses tous ses secrets. Bien. Alors, les macroutes et puis tcharak. Tcharak. Ouais. C'est très bon, hein. Oui. C'est les gâteaux rois, hein, de l'Aïd. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Ça va, c'est que pendant la période de l'Aïd, mais après c'est bon. Voilà, et puis on aime bien partager. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec Aïda. C'est aussi l'occasion de pouvoir faire goûter, aller voir les uns et les autres, la famille. Zoro. Voilà, c'est normal. Gâteau. On met nos plus beaux habits. Et puis voilà. Ce ne sont pas que les enfants qui profitent de cette fête, et les adultes aussi, heureusement d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Oui. Et il faut bien que le ciel soit clément pour ça. Oui. Les températures, ça va? Il paraît qu'il va pleuvoir. Et il a plu un petit peu hier. Oui. C'était pas... Au sud, si. C'était pas important, oui. Ça va. Mais au sud, quand même. Des averses assez marquées, ouais. On vous écoute, Mina. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très bon réveil. Et bien, en cette début de matinée, on aura quelques nuages bas sur l'ensemble des régions côtières. Et puis, le ciel restera plutôt dégagé en journée. On notera un ciel voilé avec quelques orages sur les reliefs intérieurs et les aurès, des averses assez marquées, notamment du côté de Janet, l'extrême sud ou encore le Sahara oriental, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central ou encore la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 27 degrés à Alger, 28 à Tizi Ouzou, 25 degrés, ce sera la minimale à Annaba, on notera 29 à Oran ainsi qu'à Batna, 39 degrés à Hardaya, 36 à Béchar, 35 à Tindouf, 42 degrés pour l'extrême sud et enfin 43 degrés, ce sera la maximale à Drar et Ain Salah. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien le ciel restera plutôt couvert à Paris, Bordeaux, encore Dublin, Lisbonne. On notera un petit peu de pluie à Berne, Budapest, un ciel dégagé à Madrid, Marseille, Rome et Athènes.
Côté Mercure, on notera 27 degrés à Varsovie ainsi qu'à Bucarest, 23 à Budapest, 20 degrés à Prague, 29 à Berlin, 15 à Berne, 19 à Paris, 18 à Londres, 22 degrés à Bordeaux et enfin 24 degrés à Madrid ainsi qu'à Marseille. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.météo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Bonne journée. Vous Bonne allez journée. continuer à faire la tournée, la famille, les amis. Oui, très le week-end, on va en profiter. Exactement. En tout cas, on aura plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Mardi. Profitez bien de votre week-end et puis bonne journée. On vous Bonne retrouvera journée. tout à l'heure midi et 19h. Tout à fait. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. On vous offre une belle chanson pour vous laisser repartir avec Maziane Amish qui nous chante Mouna Mouna. Un beau rythme, une belle chanson de Maziane Amish, Mona Mona. Nous, on aurait bien aimé choisir Aïda pour l'annoncer, mais bon, il y avait Mona Mona. La prochaine fois, il faudrait qu'on trouve une belle chanson pour Aïda. Bonjour. Bonjour Abel. Ça va Aïda, كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. Là, c'est le mec. Tout va bien, tout s'est bien passé. Super Vous bien. n'êtes pas partie à Méliana, par contre. Je ne suis pas partie à Miliana, mais voilà, ça me manque tellement et probablement aujourd'hui, je lance le grand bonjour à ma belle famille, à tous les gens
gens qui habitent les sommets de cette belle ville. Très belle ville. Vous avez mangé des cerises? Cerises, c'est rituel, mais attention. Sniwa tal qahwa, la traditionnelle. Il y a quelque chose comme ça dans la transmission. Oui. Je citerai rapidement comme ça le nom de Khalter Daouj que je salue aujourd'hui, que je l'embrasse. Je souhaite tout le bonheur du monde avec ses filles aussi, Jamila, Zola, Radia, qui veillent à accueillir les gens, à leur transmettre ce qu'ils savent faire dans le vrai traditionnel. Oui. Ah oui, oui, oui. Et beaucoup d'amour, ils sont là à accueillir, à vraiment à offrir le bonheur pour les gens. Moi, je les salue, je leur souhaite un Eid Moubarak. Kul aam wa hum bkhair, Inch'Allah. Exactement. Et nous aussi, on les salue d'ici. Toute l'équipe du Bonjour d'Algérie vous souhaite la bonne fête. Et puis, tout le public, tous ceux qui nous suivent régulièrement, qui suivent aussi votre rubrique, Aïda. Et j'ai croisé pas mal de personnes qui suivent attentivement un tout petit peu à la lettre, le contenu de nos thématiques. Ils partagent avec nous. Je suis vraiment fière de ce qu'on a pu construire, de cette belle construction avec l'équipe de la rédaction. C'est gentil. Je remercie Myriam Akek, Faiza Ouadi, toute l'équipe qui sont derrière les coulisses. Et ils sont là à nous aider pour qu'on puisse vraiment parler de nous-mêmes d'abord, mais aussi de ce qu'on sait, de la théorie pour partager avec la souffrance des femmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de ces liens familiaux et quoi de mieux que, bien entendu, Ramadan pour réunir tout le monde. Oui. Ramadan, l'Eid, tout ça, ce sont des fêtes religieuses, familiales. Donc, c'est des symboles très forts pour la communauté musulmane. Et bien sûr que Ramadan, c'est très fort parce que tout le monde est réuni à la même heure, sur la même table, bien sûr, autour d'une même table. Et puis, bien entendu, avec beaucoup de respect, de tradition et de partage. Mais moi, je dirais quelque chose de plus parce que nous, on le vit de l'intérieur. Oui. Les thérapeutes étrangers, quand ils venaient comme ça pour partager un tout petit peu notre expérience algérienne, trouvaient ça extraordinaire. Ils l'appelaient comme thérapeutique. Comment on peut réunir un adolescent qui clashait tout le temps avec ses parents? Comment on peut appeler ce moment là où ils sont endeuillés par la perte d'une personne? Comment on peut appeler vraiment des personnes qui sont très différentes comme ça, à manger ensemble, à partager quelque chose ensemble, à rester un petit moment, ne serait-ce que dans le regard, pas forcément une parole qui est là. Pour eux, c'était un phénomène extraordinaire parce que c'était la vraie réparation. Et il me semble que aujourd'hui, on n'ajoute rien aux personnes. Chacun trouve sa propre psychologie, il se trouve ses propres ressources. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est comment juste s'inscrire dans la réparation. On vit la douleur, on vit la différence, chacun apporte la vie de son point de vue, chacun a son bagage, mais comment on peut vraiment s'inscrire dans quelque chose qui va nous offrir une ouverture nouvelle, comment on pourra vraiment vivre cette formule de vivre en paix, partage, vivre ensemble en paix, qui est notre slogan. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut revenir réellement à vivre les choses de l'intérieur pour pouvoir vraiment s'inscrire dans ça. C'est vrai. Alors, tout un mois où nous avons partagé les mêmes repas, etc. Et même l'Eid, ça continue. Puisque les liens familiaux deviennent encore plus forts, ne serait-ce que le jour de la prière, la mosquée, donc la prière de l'Eid. Alors, tous ces passants donc, vont aller se saluer les uns les autres. Et après, à midi, donc c'est le repas familial aussi. C'est donc toutes des familles qui se retrouvent aussi autour d'une table. C'est symbolique et très fort. C'est très, très, très fort. Mais malheureusement, voilà qu'avec le départ de Ramadan, probablement que la famille retrouve les anciennes habitudes, là où tout le monde est dans son coin. Tout le monde est dépassé. Aujourd'hui, probablement avec des SMS ou avec des coups de fil, on répare un tout petit peu ce manque, mais on va dire, voilà, ça existe aujourd'hui de plus en plus. On se détache de plus en plus, on est éloigné par cette festivité de vraiment partager les moments et de vivre réellement le cadre familial réel. C'est vrai. Alors, et c'est pour ça que probablement que je m'arrête, parce que ce n'est pas qu'un lien facile comme ça à vivre ou à ne pas vivre. Voilà, parce qu'on a pris comme les choses de celui qui peut, mais voilà, si on n'a pas le temps, si on est dépassé, si ça coûte un peu plus d'argent, tout ça, c'est pas grave. Non, c'est pas ça.
si on regarde de l'intérieur des choses, c'est quelque chose de précieux qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est quelque chose qui offre à nos enfants une identité. C'est quelque chose qui offre à nous-mêmes, quelque chose qui va nous permettre de vivre le lien. Le lien, ce n'est pas rien du tout. Le lien, c'est quelque chose qui devient la colonne vertébrale de la construction de la personnalité de nos enfants et de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire aussi vivre comme ça, voilà, dans les rituels de la vie, dans tout ce qui est stressant, on arrive vraiment à faire un chemin sans vraiment se retourner vers quelque chose qui nous ressource. L'individu est plutôt lien, que ce soit dans le boulot, avec les amis, avec les gens proches, les voisins, mais on va l'élargir aussi vers la profondeur. La famille, c'est le seul noyau social qui pourra offrir à nos enfants quelque chose qui leur donne la sécurité. Et ça se donne avec de l'amour. C'est ça, la sécurité, une certaine sérénité aussi, avec cet ensemble de paramètres qui font que il y a une cohésion, il y a une confiance aussi qui s'installe, qui s'établit. Et bien entendu, ça va permettre aussi à l'enfant de se forger aussi son propre caractère. C'est exactement ça. C'est forger un tout petit peu sa personne. Et on va revenir un tout petit peu à notre théorie. Là, on parlait de développement social, comme ça. Les premiers pas d'un enfant qui partait à l'école, là où au seuil de l'école, la maman pleurait, sa séparation, et comment il était là, dans la difficulté de pouvoir se détacher pour vivre vraiment l'ambiance de l'école, tout ça. Toute cette formule, c'est caricatural, l'image. Mais la formule exacte, c'est de pouvoir vraiment s'inscrire réellement dans quelque chose qui pourra être de l'ordre de la famille, les liens, les proches, neveux, nièces, avec la nature, avec sa spontanéité, pour qu'ils puissent vraiment construire l'attachement, mais aussi apprendre à vivre l'autonomie. Ça, c'est aussi inculquer aussi aux enfants de pouvoir appeler la famille, aller leur rendre visite. Il faut connaître aussi les membres de la famille, même éloignés, et essayer de les faire connaître, parce que quand ils sont petits, c'est insignifiant. Et puis aujourd'hui, avec la vie assez active des parents, des uns et des autres, on ne voit plus personne en fait. Et donc le rite, c'est l'occasion pour beaucoup d'aller se rencontrer, rendre visite aux uns et aux autres, c'est ça. C'est ça, c'est construire l'arbre généalogique de la famille, c'est vraiment construire le réseau, si ça se dit comme ça, quelque chose qui pourra renforcer ces familles, renforcer les enfants dans leur identité, dans leur quelque chose qui se transmet. Mais voilà, si on parle un tout petit peu pour la relation de personnes, ça ne s'arrête pas là. C'est un échange, c'est une pensée, c'est une histoire des parents, c'est un cycle de vie de la famille. C'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir une histoire, mais aussi de se projeter dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on inverse un tout petit peu la formule, on va mieux comprendre, parce que ça veut dire un enfant qui n'a pas de racines. Aujourd'hui, moi je m'incline, je m'arrête, et puis je salue tous les gens qui travaillent avec les orphelins dans les maisons. Une très belle pensée, justement. Oui, parce que cette population, c'est une population quand même. Ce sont des parents que chacun d'eux a choisi de faire un chemin, où ils sont partis comme ça, où c'est le cycle de vie d'une famille, mais voilà qu'on peut retrouver des enfants qui n'ont jamais dit papa et maman, qui ne savent pas que ça veut dire cousin, cousine, qui ne savent pas que ça veut dire un oncle et une tata. C'est quelque chose aussi qui déchire. C'est déchirant, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Si on pose la question, on dit ça existe réellement dans la vie? Oui, il y a des substitutifs comme ça, de personnes qui peuvent vivre un tout petit peu ce lien, mais soyons très attentifs pour dire que ce sont ces liens qui vont donner cette sérénité, cette confiance, et qui vont donner aussi le sentiment de sécurité. Voilà, il peut y avoir réparation quand, par exemple, cet enfant est bien entouré par des proches, par aussi une famille de substitution qui lui donne tout cet amour aussi, qui remplace en quelque sorte la vraie famille biologique. Et pourquoi il pas, en existe heureusement. Et pourquoi pas renforcer quelque chose qui est de rendre visite, offrir les démarches là, avec un jouet, une visite à tous ces enfants on éloignés. va en parler d'ailleurs. Et puis même hier, on a pu voir ensemble un reportage au niveau du village de Draria. C'est le plus connu en fait. Et là encore une fois, il y a beaucoup d'anonymes qui y vont, qui vont pour passer quelques heures avec ces enfants.
essayer aussi d'inculquer aussi à leurs enfants ce partage. C'est très beau. Exactement ça, inculquer à leurs enfants ce partage. C'est ce qui nous manque réellement aujourd'hui pour qu'on puisse non seulement le vivre pour nos liens, mais aussi penser à d'autres. Et j'ouvre encore une parenthèse pour parler de ces couples qui se déchirent, qui sont là vraiment dans les défis de la vie, dans les difficultés de la vie, là où c'est compliqué pour offrir à leurs enfants les vraies émotions, la joie. Exactement. Et probablement réfléchir un tout petit peu, s'éloigner de ces enfants pour pouvoir retrouver leur propre bonheur, retrouver la vraie formule qui va leur permettre vraiment de vivre la joie et afin d'offrir ça au reste et aux membres de famille. Mais il faut qu'ils commencent d'abord par retrouver cet équilibre magique qui est dans l'histoire, chaque histoire d'amour. Cette importance aussi de la transmission, parce que l'Aïd, quand on parle de l'Aïd, Ramadan et tout, c'est tout ça, des traditions qui se sont perpétuées. Donc nous aussi, on était petits, jeunes, on aimait voir les préparatifs de l'Aïd, on aimait se transmettre. Et aujourd'hui, ça continue avec ces générations qui se succèdent, bien entendu, et ça encore, ça renforce les liens. Absolument. Sauf qu'il faut avoir de nouveaux habits la veille, préparer ses habits, les gâteaux, faire les gâteaux avec sa famille et tout ça. Sauf que probablement on va dire, ça ne veut pas dire partir chez les grands-parents, mais aussi garder la tablette et le téléphone en train de jouer dans le coin du salon. Voilà. ça veut dire leur c'est la bannir normalement. Voilà. C'est juste pour prendre conscience à quel point que l'échange est dans le regard, l'échange est dans le partage. C'est prendre conscience que ce que l'enfant gagne, c'est un point, mais ce que l'enfant offre à ses grands-parents, ça ravivit un tout petit peu la jeunesse dans leur cœur, ça ravivit les souvenirs, ça leur permet de regresser et de retrouver le vrai amour de l'intérieur d'eux-mêmes. Ça, c'est thérapeutique pour les grandes personnes aujourd'hui. Ce n'est pas rien du tout, mais on leur offre aussi, à travers les visites de nos enfants et à travers la visite des adultes, quelque chose qui va les ressourcer dans leur existence, quelque chose qui va les faire sortir de leur quotidien. On a comme l'impression que les choses ont pris la monotonie, la répétition dans l'acte, mais faisons attention, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, le mois de juin, c'est pratiquement la fête de l'enfance en général, puisque on a eu le 1er juin, c'est la journée mondiale de l'enfant. L'Eid, c'est aussi la fête des enfants. Et bien sûr, le 12 juin, qui est la journée mondiale, la journée de l'enfant africain, plutôt. Voilà. Et moi, je salue au passage tous mes collègues de l'organe national de la protection et promotion de l'enfance et je les félicite pour la réussite de leur spectacle qui était la festivité de la journée internationale de l'enfant. Et voilà, je leur souhaite plus de prospérité, de réussite et à leur tête, Madame la déléguée, Myriam Chorfi. Très bien. Et puis on dit bon courage à tous ceux qui vont passer un examen, ceux qui préparent leur BM par exemple. Moi je dirais, voilà, il faut se ressourcer un tout petit peu de ces liens pour pouvoir reprendre confiance, faire le changement, faire le break, mais aussi sauter très fort et faire confiance et aller dimanche prochain. Inch'Allah, dimanche prochain. Bon courage à tous ceux qui vont plancher sur leur feuille d'examen. Et puis en attendant le bac aussi un peu plus tard, on en parlera bien sûr sur nos plateaux avec des spécialistes de l'éducation. Merci beaucoup Aïda. Merci à vous Amel. Bon courage. Ça va continuer aujourd'hui aussi les visites familiales probablement. Ah oui, surtout le week-end, voilà. Voilà, très bien. Merci à vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Eh bien, on vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Ferel Hamdi. Vous avez pu le suivre durant Ramadan. On a pu avoir une belle soirée de belles soirées. Celle-ci faisait partie de ces belles soirées, la réouverture du tombeau de Mauritanie du côté de Tipaza, un très beau joyau, en tout cas très ancien, à faire découvrir encore aux plus jeunes, ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, regardez ce guide à travers cette belle soirée. Le mausolée royal de Mauritanie à Tipaza, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été réouvert au public après 27 ans de fermeture. La décision de réouverture du mausolée a été prise par la Direction technique de protection des biens culturels, relevant de l'Office national de gestion et de l'exploitation des biens culturels protégés. Ce qu'on a organisé aujourd'hui, c'est une soirée Ramadan.
donc avec un concert de musique andalouse à l'extérieur, avec comme arrière-plan le tombeau, enfin le mausolée royal de Mauritanie. Et pour l'occasion aussi, nous avons décidé d'ouvrir exceptionnellement le mausolée à la visite, à l'intérieur, sachant que le mausolée est fermé depuis les années 90, donc tout le monde veut le voir, le visiter. Certains s'en rappellent lorsqu'ils étaient enfants, mais voilà, donc ça devenait un trop gros mystère. On voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, donc les gens. Et la preuve, vous voyez le nombre de personnes qui sont venues, tout spécialement pour cette visite. Il est déjà minuit. Pour les amoureux de découverte, une visite guidée accompagnée de spécialistes en archéologie. Ces nombreux visiteurs n'ont pas caché leur admiration et stupéfaction, mêlée de fierté et d'orgueil à la découverte de ce site d'exception, qui se situe sur les hauteurs de Sidi Rachid, avec une vue plongeante sur la côte du Chenois. En tout cas, un très beau lieu à découvrir absolument. Et c'est pas Rahim Abdelaziz qui va nous dire le contraire. Il est là parmi nous. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. J'avais dit que vous étiez le spécialiste de l'environnement, c'est vrai, mais pas que, puisque vous êtes aussi notre guide à travers l'archéologie, l'histoire aussi et les fouilles. Vous nous faites à chaque fois donc des découvertes archéologiques. Le tombeau funéraire de Mauritanie césarienne nous rappelle bel et bien les dynasties berbères. Exactement. Qui ont régné sur l'Afrique du Nord, notamment celles liées à l'Eglide. Sinon le roi berbère Slazen Gaya, qui ont généré toute une lignée de rois. Tout à notamment Massinissa, et on attribue celui de Tipaza Cherchel à la dynastie des Jubéennes. Oui, Juba fils voilà. Qui a été capturé durant la guerre de Zama, tout jeune. Et il a été adopté par l'Auguste empereur de Rome. Exactement. Une fois qu'ils ont subi, on leur a inculqué, et lui et la fille à Cléopâtre, c'est-à-dire Sélénée, on les a mariés et on les a intronisés sur Caesaria. Caesaria, c'est Césarée. Et c'est par justement rendre la monnaie à son père d'adoption qu'il a nommé Cherchel Césarée, qui était Yol. Oui. Il a bien réussi en tout cas à sa mission. Par la suite, il est revenu à ses sources aussi. Hein. Oui, malheureusement, il n'a pas laissé d'enfants. Exception faite de Ptolémée, qui a été tué à Toulouse, dans un amphithéâtre, et victime d'un guet-apens. C'était pour mettre fin aux dynasties berbères. Voilà, une très belle histoire. Romaniser. Et là, on a affaire à un résidu justement de ces micmacs politiques d'antan. D'accord. Alors ça, c'est un joyau en tout cas très imposant du côté. C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez pas laissé le temps de finir. J'allais dire justement que c'était un joyau imposant du côté de Tipaza, mais justement celui qui est à Madrassen, le tombeau de Madrassen du côté de Betna est aussi très très joli aussi à découvrir. Et d'ailleurs, on en parle assez souvent. Quelques dizaines d'années. Voilà. Mais ils sont de même conception architecturale. C'est-à-dire qu'ils cristallisent 4 civilisations en même temps, dans leur esprit architectural. Voilà. Et c'est beau parce que ça a traversé des générations. Grec, romain et berbère. C'est ça. Et on salue aussi cette belle initiative, la réouverture du tombeau. Ça a été durant une soirée de Ramadan, mais ça va continuer. Donc, ce sera la saison estivale qui va voir peut-être le passage de nombreux touristes du côté de Tipaza, entre la plage et pourquoi pas ces découvertes archéologiques. Là, on va Attention, il faut quand même préserver. Tirer la sonnette d'alarme. Oui. Est-ce que son ouverture n'est pas quelque part nuisible quant à sa conservation? Ouais. Bon, il faudra faire attention. Mais si ce sont donc des archéologues avertis, ils savent ce qu'ils font, donc
sera donc des visites peut-être espacées. On va essayer Et de voir ça. il faut également penser au tombeau funéraire de Madrasan, qui n'a pas subi le même sort. Il est moins préservé et malheureusement, il a été quelque part clochardisé en termes de restauration. On a quelques parois ont été fragilisées, mais réparées à coups de béton. Ah, ça, c'est pas joli, ça. Ouais. En tout cas, on salue l'initiative de l'association, donc les Amis de Madrasan, qui sont jaloux donc de ce bel édifice et qui font tout pour le faire connaître déjà et faire beaucoup de bruit tout autour pour encore plus d'intérêt pour sa conservation et pour plus d'intérêt au niveau donc de cette préservation. Mais bon, on va fermer la parenthèse. Parce que nous allons parler. Réouvrir oui. Un instant. Pour rappeler aussi qu'on a affaire à un autre monument de même envergure, lié à notre histoire, pré-antique bien sûr, celui du Khroub, qu'on a toujours prôné sa restauration, mais en vain. Pourquoi? On va se poser la question. On aura l'occasion d'en parler en détail dans une autre partie d'émission. Aujourd'hui, c'est de l'Alpha que vous allez parler. On va aller tout à fait dans la région de l'un n'exclut guère l'autre. C'est clair, mais bon, on n'aura pas beaucoup de temps pour pouvoir développer les deux en même temps. Sauf que là, on va se concentrer sur l'Alpha et surtout les steppes, cette riche aussi production que nous avons de manière spontanée dans notre désert. Et puis, cette fois-ci, du côté d'Al Bayed, plus précisément, c'est une régénération de cette variété et cette espèce. Plutôt des mises en défense pour mieux préserver l'espèce. Dont l'Algérie fut l'un des premiers producteurs mondiaux. Et il faut savoir que le papier, elle fut utilisée en tant que matière première en matière de production du papier. Bien sûr. Les archives du Congrès américain, celui des cours impériales, royales, européennes, disposent d'archives à base d'alpha. C'est des papiers de luxe. Oui, c'était des papiers de luxe. Qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, peut-être encore, certains utilisent encore ce fameux papier issu de l'alpha. Très demandé. Très demandé. Pourquoi il est mieux conservé? Il a une très longue durée de vie. Voilà, une fibre assez résistante. Et malléable quant à son industrialisation. C'est magnifique. On va voir tout ça. Il est bio. C'est un produit bio. Voilà. Il ne nécessite pas d'ingrédients chimiques dans sa confection. Alors, on va aller du côté de Al Bayed, justement, puisque vous y avez été, vous avez réalisé un très beau reportage et vous vous êtes intéressé justement à ces nappes alphatiques. Vous l'avez si bien décrit dans votre reportage. Donc, on y va. Humblement et simplement. Parce que la steppe, elle est très vaste. Voilà. On y va à travers votre reportage, Rahim Abdelaziz. La zone steppique d'Al Bayed. Cette grande région semi-aride est soumise à un pâturage intensif et extensif. Les cheptels ovins et camelins y pèsent pendant les saisons clémentes. Il s'agit de l'ère de l'alpha. La nappe alphatière a vu sa surface regresser, et ce pour plusieurs raisons. Il s'agit surtout du facteur humain à cause de l'agriculture anarchique et surtout le surpâturage. Quant au facteur climatique, on assiste à la présence de sécheresses répétées où les précipitations ont diminué de 200 mm et ce pour n'atteindre que 100 mm annuellement. Tout compte fait, Al Bayed fut naguère parmi les régions grandes productrices de l'alpha. Aujourd'hui, les nappes d'alpha se sont réduites, et ce comme une peau de chagrin au niveau de ces zones steppiques des hauts plateaux. Les nappes alphatières sont aujourd'hui estimées entre 200 000 à 400 000 hectares, dont la majeure partie est dégradée. Les vastes espaces constituant l'aire naturelle de l'alpha au niveau d'Al Bayed sont en état de dégradation.
Les nappes alphatières ont été mises en défense, et ce pour mieux préserver cette espèce à haute valeur commerciale. Soumise aux pressions anthropiques et climatiques, l'alpha, cette noble plante stépique des hauts plateaux et des zones arides, reste menacée par la désertification. Il y avait en tout cas de belles images que vous nous avez rapportées avec cette région aussi qui est semi-aride quand même. Mais cette fois-ci, elle a été bien arrosée, on va dire. Il y a eu de belles précipitations. Ce qui fait... Il a été question d'une saison clémente, oui, mine de rien. Mais il faut savoir que les régions stépiques, notamment les hauts plateaux, oui, des régions d'Irsol, oui, ont été pendant des décennies soumises à des sécheresses répétées. Ce qui a accentué justement le net recul de la nappe alphatière. Il y a une reprise ces derniers temps grâce justement à un semblant de rééquilibrage du mécanisme climatique dominant au niveau de ces régions. Et ça arrange tout le monde parce que bon, comme on a pu voir aussi, c'est une région pastorale, donc il y a donc des moutons, des chèvres aussi, les dromadaires, oui, qui peuvent aussi se nourrir. Le couvert végétal est soumis à d'intensifs et extensifs problèmes de surpâturage, à la fois camelin, caprin et ovin. Ce qui fait que la dégradation, elle est aussi due à l'homme, à travers les cheptels. Exactement. Mais c'est un cercle vicieux finalement. Ce cheptel a toujours besoin aussi de se nourrir. Est-ce que eux ils sont tout contents? Il faut réguler les parcours. Voilà, ils sont tout contents qu'il y ait eu donc ces belles précipitations. C'est ça qui fait vivre aussi, par exemple, les nomades de la région ou les habitants de la région avec leur bétail. Quand on intensifie le pâturage sur le même endroit, oui, l'année prochaine on ne trouve pas de parcours. On ne peut pas nourrir son bétail. Oui. Donc il faut davantage rationaliser ce type de système de gestion des terrains, des parcours. C'est pourquoi justement il surveille, le parc aussi surveille cette propagation aussi du bétail. Une des solutions préconisées justement en matière de gestion steppe alphatière, c'est justement les mises en défense. Voilà. Des mises en défense qui ont donné des résultats probants jusque-là. Mais comment les intensifier pour justement mieux préserver le couvert végétal existant. Voilà. Qui est en nette régression. Voilà, on a pu voir ces équipes sur le terrain avec leurs véhicules se déplacer carrément au niveau donc, de ce parc pour surveiller et voir aussi les foyers où il y avait peut-être moins d'alpha, essayer de voir cette inquiétude, la régénération naturelle aussi. Et il faut savoir aussi que les nappes alphatières constituent des endroits idéaux pour ce qui est de la nidification de plusieurs espèces faunistiques et aussi avifaunistiques. La steppe est aussi victime du braconnage et la mécanisation des moyens de transport. Le braconnier utilise des motos, pour ramasser des touffes d'alpha, des véhicules tout-terrain pour dévaster et la nappe et s'emparer des œufs des oiseaux et pourquoi pas capturer les gazelles. Oui, eh bien oui. C'est un tout. Exactement. Il y a aussi d'autres individus comme les scorpions qui peuvent aussi se cacher aussi dans ces touffes d'alpha. Comment justement sensibiliser les riverains, l'homme, et l'impliquer afin qu'il constitue une partie prenante dans le processus de préservation de toute cette richesse, de tout ce patrimoine à la fois végétal
et animal. Exactement. C'est en tout cas un parc à faire aussi découvrir aussi à l'ensemble donc de la région, de la population aussi de la région, et les sensibiliser, c'est-à-dire faire attention à cette régénération naturelle aussi. Malheureusement, on assiste à la négligence de ce type de région. Pourquoi? Dans quel sens? Tindouf a été érigé en parc culturel et naturel à travers des critères bien précis et rigoureux. Et qu'on a pu voir avec vous à travers plusieurs passages. On a sillonné quelques régions et mis en valeur aussi bien le patrimoine culturel, archéologique bien sûr, que le patrimoine avifaunistique, faunistique et végétal à travers les différents types d'acacias existants qui existent à Tindouf et nulle part ailleurs. L'arganier notamment. Et l'arganerie de Touarf Bouham et de Terguen qui sont uniques, dont seul dispose le Sahara occidental, la République du Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie. Et cet immense cratère que vous nous avez fait découvrir dans la région de Tindouf aussi. C'est une curiosité vraiment qui fait partie, justement, c'est l'un des plus grands cratères d'origine météorique. Une circonférence qui atteint 8 km. C'est incroyable. On aura l'occasion vue d'avion, c'est extraordinaire. On en avait parlé, vous vous rappelez, on l'avait présenté d'ailleurs. C'était très joli à voir et surtout impressionnant à voir. Ce qu'on demande pour l'instant, c'est que les autorités soient sensibles davantage sur la nécessité de préserver les richesses forestières, animalières et archéologiques dont dispose Al-Bayev. Et pourquoi pas ériger la région d'Al-Bayev en tant que on est en parc train de voir national. quelques photos où on voit des touffes d'alpha qu'on retrouve ça et là pour montrer justement cette plante, ce que c'est que cette plante et comment elle se régénère de manière naturelle. Alors que fait-on en Algérie de l'alpha? Est-ce qu'il y a une production? Est-ce qu'il y a une industrialisation de cette plante? Elle est relative et traditionnelle. Et les gens de la région utilisent les brindilles de l'alpha en les imbibant d'eau et en sirotant l'eau. Ah, d'accord. Elle a des vertus médicales. D'accord. Des plus impressionnante, d'accord. Moi, je pensais que c'était justement pour faire un peu avec aussi des ustensiles, un peu de vannerie. Tout est chinois maintenant. Et pourtant, il y a un savoir-faire. Tout est plastique. Il a été, avec les générations existantes, tout a été négligé, malheureusement. Ça reste quand même, Rahim, ça reste quand même dans certaines régions, oui, qui travaillent aussi. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Par exemple, le métier de vannerie, ça se faisait par les femmes, beaucoup plus. Moi, je parle de la région, par exemple, de Qléha, etc. Des femmes qui, aujourd'hui, trouvent ce métier assez rude, assez difficile. Mais la vannerie... le tissage, donc, de ce la vannerie dans lequel elle s'effectue à partir du 10, pas d'alpha. Oui, je sais bien. Mais bon, ça aussi, on utilise aussi l'alpha pour d'autres choses. C'est très compliqué, quand même, enfin, de tisser avec. J'ai pas rencontré d'atelier ou d'artisanat qui utilisent l'alpha en tant que tel. Est-ce qu'on en fait aussi du papier ou plus chez nous? On a érigé justement l'usine de Tiaret qui est fermée depuis les années 70. Elle a été conçue justement pour utiliser comme matière première l'alpha. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait plus donc, de nappes alphatiques pour pouvoir faire une vraie industrie du papier. On a de quoi, justement, à partir de ce qui existe, on a de quoi faire démarrer des usines, pas une usine. C'est magnifique. Eh ben, j'espère l'ouverture prochaine alors. Il faudrait s'y pencher, que les autorités qui vous écoutent ce matin s'intéressent un peu plus à cette industrie qui pourrait donner du travail à bon nombre de personnes de la région. On a toujours rappelé l'exploitation de l'alpha, malheureusement ça n'a jamais abouti, du moins pour l'instant, et on l'espère. D'accord, Inch'Allah. Ça peut générer des emplois. Des emplois, une économie aussi florissante dans la région. Économie.
Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations. On tire la sonnette d'alarme quand même, puisque chaque fois que vous venez, pour tout, s'intéresser à notre environnement, s'intéresser aussi à ces espèces végétales et animales aussi qui font la richesse de certaines régions algériennes. Mine de rien, les efforts qu'on a fournis en termes visuels, médiatiques, ont abouti quelque part à classer les Mandéba Bor, à préserver la zone humide de Bni Bel'aïd, et aussi le Grand Sud. Voilà. C'est pourquoi on est content. Hein, ce sont des petites victoires comme heureusement. Elles sont en sourdine, mais elles sont quelque part éclatantes, au grand bonheur du patrimoine. Et voilà. Merci beaucoup, Rahim. Une belle visite à travers, encore une fois, cette région d'Al-Bayed. Ça va continuer. On aura quelle région la prochaine? On va marquer une halte sur d'innombrables gravures rupestres. Très bien. Justement, situées dans la région d'Al-Bayed. Le Tézina, dont les artistes préhistoriques ont excellé et ont généré un style propre à eux. C'était des ateliers qu'on aura l'occasion d'ici là de découvrir et voir de près. Très bien, merci. Ce gisement à ciel ouvert. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Rahim, pour toutes ces découvertes. On vous dit bonne chance pour la suite. Merci. Et puis, à très vite. À très bientôt. Voilà, très bientôt. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à vous intéresser aussi au mouvement associatif, cette fois-ci, avec la distribution de cadeaux à l'hôpital de Bir Tararia. C'était l'association Nes El Khir. C'est un sujet signé Hasna Zoubiri. Eid al-Fitr, c'est aussi rendre le sourire aux enfants malades, des enfants qui ont passé cette fête dans les centres hospitaliers. Yacoub vient de Ouargla, il est atteint d'une maladie rare. Pourtant, il garde sa joie de vivre. C'est mon petit-fils, il a un microbe dans le sang. Ça fait 2 mois et demi que je suis ici avec lui. Je tiens à remercier tout le staff médical de Bir Tararia. Inch'Allah, le prochain Eid, on sera à la maison. Au service pédiatrie de l'hôpital Djilali Belkhachir, ex-Bir Tararia d'El Bier, de nombreuses personnes ont tenu à partager la joie de l'Eid avec ses anges. صحة عيدكم تعيدوا بصحة وهنا العقبة كل عام إن شاء الله في أموا بونكوليت صافا الحمد لله خير من اللي كنا وين ولينا اسمني يونس في عمري 16 سنة بمناسبة هذا العيد إن شاء الله نبراو كامل الناس. La fondation Nes El Khir n'a pas manqué cette occasion. Ses nombreux bénévoles ont distribué des cadeaux au profit des patients. Et dans le cadre de la continuité des activités célébrant le mois de Ramadan, il y a une opération pour partager la joie de l'Aïd où on a organisé des sorties pour plusieurs hôpitaux, l'hôpital de Bir Tararia, l'hôpital de Bni Messous et d'autres hôpitaux aussi sont programmés avec les bénévoles, avec certains partenaires économiques pour partager la joie, pour aussi distribuer pas mal de cadeaux aux enfants et familles aussi des parents qui se trouvent à l'hôpital avec eux. La fête de l'Eid est synonyme de partage et de générosité. Pourtant, notre équipe a été interdite de filmer au service de pédiatrie du CHU Bni Messous pour accompagner la fondation Nes El Khir dans son opération de distribution de cadeaux aux enfants malades. Une interdiction qui intervient malgré l'autorisation octroyée à la fondation et l'ordre de mission que nous avons présenté aux responsables du CHU Bni Messous. Voilà, une belle opération également. Et bien tout de suite, nous allons continuer à parler de ces opérations et ces actions bénévoles et surtout beaucoup de temps à donner. C'est très beau de pouvoir partager et surtout d'associer différents organes et différents aussi corps de métier. Et bien cette fois-ci, ce sont les journalistes et les animateurs de la Radio Chaîne 3 qui renouent avec une belle opération. Un sourire, un cadeau, un sourire, un enfant, c'est cela. En tout cas, il va nous le dire Monsieur Jamal Sanhadri est là pour nous en parler en détail. Bonjour. Bonjour, un jouet, un enfant, un sourire.
sourire, effectivement. Voilà. C'est un cadeau. Aïdkoum Mabrouk, à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs également. Merci d'être là. Vous êtes le sous-directeur de la production de la radio Chaîne 3. Vous êtes très actif sur les ondes avec vos équipes, différentes équipes et journalistes, radio, techniciens, etc. qui se plient durant cette journée du premier jour de l'Aïd à relayer une belle opération à travers tout le territoire national. À travers le territoire national, donc effectivement, on a des équipes très engagées en réalité, depuis toujours, quels que soient les, comme je le dis souvent, quels que soient les responsables qui se succèdent à la tête des médias, de notre chaîne ou de la sous-direction, effectivement, les équipes d'animateurs, de techniciens, de réalisateurs sont toujours là au taquet et ils y vont. Et à chaque fois qu'on fait appel à eux ou qu'eux-mêmes proposent telle ou telle chose à accomplir au niveau de la société, eh bien écoutez, c'est un engouement qui est extraordinaire. Justement, c'est une opération qui ne rajeunit pas, parce que c'est déjà la 11e édition. Et puis bon, on a des succès qui se répètent chaque année. Et cette année, particulièrement, il y avait pas mal de monde quand même à l'hôpital Mustapha, également à Parné, à Birtraria et dans d'autres hôpitaux à l'intérieur du pays. Et voilà, donc ça s'est très très bien passé. Il y avait une très belle ambiance, de l'animation, des clowns. D'ailleurs, l'ONCI a envoyé des clowns un peu partout pour créer de l'animation au niveau des hôpitaux. Et donc les animateurs, alors le dispositif un enfant, un jouet, un sourire. Voilà une photo. Votre slogan et surtout le sigle de la chaîne 3, bien sûr, la radio algérienne. Et bien entendu, cette opération qui réunit toujours ce duo de choc, Mehdi et Soraya sur le terrain, Khaldi, qu'on embrasse aussi, toute l'équipe de la chaîne 3. Et Abdrani Boudriès, bien évidemment, qui est désormais depuis quelques temps le responsable des opérations de la chaîne 3. C'est un gars de terrain extraordinaire également qui abat un travail fantastique. Voilà, donc on est tous au taquet et c'est très très bien que ça se passe comme ça. Très très bien aussi que nous constations et non pas, nous ne sommes qu'un relais en définitive. Mais vous avez cette courage d'être c'est le public qui est toujours là en attente des opérations de la chaîne 3. Alors la prochaine opération c'est laquelle? Et donc ils répondent toujours présents. Un mouvement de solidarité extraordinaire, traditionnel chez les Algériens que nous sommes. À chaque fois que nous faisons appel aux auditeurs ou aux téléspectateurs, d'ailleurs. Un mouvement de service public très important. Ils y vont sans les yeux fermés, j'ai envie de dire. C'est clair. Alors c'est vrai que c'est la 11e édition, mais vous avez donc, ça y est, ce sont des rouages, que vous connaissez bien, vous êtes bien rodés. À la première journée de Ramadan, vous avez déjà lancé votre slogan, l'opération est lancée. L'opération, on touche nos amis des radios locales, on lance la bande-annonce au niveau de la chaîne, on est en contact avec les différentes parties qui nous aident, notamment le Croissant Rouge algérien. Je salue Madame la Présidente du Croissant Rouge, ainsi que ses démembrements locaux. Recevoir tous ces cadeaux. Nous en avons même reçu au niveau de la radio. Alors, on a beau dire aux auditeurs, allez-y au niveau des Croissants Rouges, déposez vos jouets qui vont être redistribués. Ils viennent toujours à la radio. Peut-être qu'ils sentent qu'en fait, ils sont plus directement associés à l'opération en venant à la radio déposer leurs jouets. Et ça se passe très bien également comme ça. Exactement. En tout cas, cette journée a commencé à quelle heure? Parlez-nous, décrivez-nous un peu cette journée. Le début, alors le direct était à 9h. Ça a commencé à 9h, de 9h à 11h. Une émission en direct, en duplex entre l'hôpital Mustapha, l'hôpital Parné et le studio de la chaîne 3. À la chaîne 3 se trouvait Hayeddine Khaldi, qui était donc à la manette au studio, accompagnée donc par Youssef Abid à la réalisation. Et donc c'est elle qui présente l'opération en introduction et puis d'emblée elle balance le direct sur l'hôpital Mustapha. Et c'est Mehdi et Soraya qui prennent le relais, qui sont appelés de temps en temps. Alors tout au long des 2 heures, de 9h à 11h, entrecoupé de flashs d'information, Hayat Khaldi appelle l'hôpital Mustapha, donc Mehdi et Soraya, puis fait un tour d'horizon au niveau de nos correspondants permanents, qu'il s'agisse de Tizi Ouzou, de Biskra, d'Oran, de Aïnaba, pour faire un point de situation tout au long de ces 2 heures de la matinée même, d'animation et d'opération Un jouet, un enfant, un sourire, avec également Linda Tebaili, je vous le disais, qui était à l'hôpital Nafis Hamoud à Hussein. Tout à fait. Une belle opération avec surtout que c'est une journée de fête, de joie, donc les personnes sont dans leur véhicule, dans les déplacements, ils écoutent, ça leur donne chaud au cœur et surtout de pouvoir voir cette opération réussie, donner le sourire aussi aux enfants les jours de fête, c'est très important. C'est terrible, vous savez. Ils sont seuls, ils sont quelquefois loin de leur famille. Ils sont même dans un état assez délicat vu leur santé, les traitements qu'ils doivent suivre. Par rapport par exemple à l'hôpital Mustapha, il y a un service d'oncologie, c'est une maladie très lourde.
pédiatrie également, où les enfants sont très touchés par la maladie. S'ils ont des sourires, malgré la maladie, ils arrivent à esquisser un sourire, et c'est tout l'or du monde qui nous offre en nous offrant ce petit sourire en contrepartie de quoi? D'une présence qui, pour les accompagner quelques heures. Alors on n'est pas les seuls sur le terrain, bien évidemment, il y a beaucoup d'associations. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de bénévoles qui y vont spontanément, que ce soit à Mustapha ou dans tous les autres hôpitaux à travers le pays. Ce jour-là, c'est spontané, ils y vont. Faire une bonne action, aller rendre visite à des personnes qui sont seules, qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital. C'est ça. Et ça, comme toujours, je pense que c'est un des signes, un des symboles, un des symptômes de la bonne santé de notre société. On l'a vu ces dernières semaines, on peut même dire ces derniers mois, ce bouillonnement positif de la société qui dit voilà ce que nous pouvons faire, cette effervescence d'élan, j'ai envie même de dire de patriotisme, c'est un patriotisme social extraordinaire, c'est fantastique. Et ça, on l'avait remarqué, je le disais sur ce plateau d'ailleurs, il y a quelque temps, c'était pour l'opération Lié de Feuillet de lutte contre le sida, et je notais à juste titre qu'il suffit juste de laisser les jeunes s'exprimer. Ils ont une énergie extraordinaire, qu'il s'agisse de Wassim, de Wahida, de Sabrina, de Neila, des jeunes anonymes à travers le pays qui agissent et qui font des choses extraordinaires, que ce soit dans l'art, dans l'associatif, dans l'humanitaire. Il faut les regarder, jeter le projecteur sur eux et voir ce qu'ils font et leur donner les moyens. Ils sont extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire c'est un virus aujourd'hui qui a pris tous ces jeunes, de pouvoir donc travailler dans l'entraide, la solidarité, faire passer un message. Ils sont très forts pour cela. Yazid Aït Hamadouche aussi, ça a été l'occasion de donner cette envie, cet élan aussi de solidarité à beaucoup de jeunes. Il l'a fait, il a réussi sa mission. Il savait fédérer. Il savait fédérer. Et bon, il y en a d'autres. Il nous manquera terriblement chaque année. Toujours. Mais cette jeunesse a réussi à surmonter sa disparition et continuer son travail. Il y a des équipes qui sont là et qui, malgré le départ de Yazid prématuré, de Yazid Hamadouche, ils sont là sur la scène sociale et ils agissent toujours. Et à chaque fois qu'on fait appel à eux, ils répondent présents. Exactement. Tout à fait. Et à l'exemple aussi de ces nombreuses associations qui sont partout, chaque semaine en fait, durant Ramadan, chaque jour de Ramadan, ils étaient là, très bien organisés, une belle coordination extraordinaire. On a même assisté à un fait fantastique, j'ai envie de dire. Vous savez, généralement, les matchs de football suscitent des contrariétés, des rivalités entre galeries d'équipes différentes qui parfois frisent un petit peu j'ai envie de dire, l'acte un peu difficile à gérer. Eh bien, écoutez, ce Ramadan, je crois que c'est une tendance lourde qui est en train de s'inscrire dans notre société. Et il fallait voir comment des supporters de Wilaya hors Alger, reçus par exemple à Soustara, reçus à Bab el-Oued par les usmistes, et il les invitait, je prends le cas du Mouloudi Adoran, les supporters étaient là, avant le match qui se déroulait en soirée, les supporters de l'USMA étaient là en offrant le repas sur la place publique, table, chaise, repas, et ils ont passé des moments extraordinaires. C'est vraiment rare, parce que le slogan Khawa Khawa a vraiment un grand sens, et on le constate. C'est très beau, bien que le match de basket par contre, ça a été un moins terrible. Dommage, parce que cette belle image de cohésion, de fraternité que vous avez si bien décrit, et si ça pouvait être le cas partout à travers les matchs. Et le prochain match qui est très attendu aussi ce samedi donc on en parlera probablement sur différents plateaux. En tout cas, c'est une belle affiche que les fans de football seront ravis de suivre. On va continuer à parler aussi de vos différentes opérations, notamment celle des éboueurs de la mer qui arrive prochainement. Ça y est, la saison estivale. On peut l'annoncer. C'est le 22 de ce mois, juin. C'est un samedi. Toutes nos opérations, nous les faisons un samedi. Parce que les gens sont beaucoup plus disponibles, les enfants notamment, quand il s'agit de l'année scolaire. Et donc le 22, on sera présent. Que ce soit sur la côte algéroise, mais également tout le littoral algérois. Alors toutes les équipes seront là, habituellement. Mobilisées, oui, les Mahdi, les Hamid Belkhassam, qu'on vous a emprunté à Bonjour d'Algérie depuis quelques temps déjà. On est ravis de l'avoir parmi l'équipe. C'est un puits d'alerte, j'ai envie de dire, un puits d'alerte environnementale. Pour l'environnement. Et donc, toutes les radios locales des 14 wilayas côtières, dont Alger, vont relayer cet événement. Et ça se déroule
tourne toujours très bien, il y a du monde, les radios régionales, on peut les citer, hein, en commençant par Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Taref. Alors les 14 wilayas seront présentes, les 14 radios. C'est très beau parce que vous faites vivre tout cela en direct à vos auditeurs, avec différents aussi le travail colossal que ça donne aussi aux techniciens de pouvoir relier tous ces directs en même temps. Les techniciens sont vraiment essentiels dans ce type d'opération. Ils sont brodés aujourd'hui. Qu'il s'agisse de preneurs de son, qu'il s'agisse de techniciens du son, et ils sont en alerte face à un son qui est mauvais, qui pourrait une sorte d'effet Larsen qui peut avoir lieu, le contact avec les radios locales, avec les correspondants permanents qui sont sur place. C'est très dur de réussir ces opérations parce que ce sont les hommes et les femmes de l'ombre qui sont là pour. Alors nous avons à l'antenne des animateurs, mais derrière il y a toujours une machinerie énorme. Machine extraordinaire. C'est tout comme nous, hein, d'ailleurs. On nous voit, on est en direct, on est le premier. Il y a toute une fourmilière qui est là pour mettre en scène et mettre en lumière ces animateurs et ces journalistes qui agissent également à l'antenne et qui sont l'interface de ces médias avec le public. Eh bien, bravo en tout cas à vous. Vous avez été là aussi, tout comme nous, pour le premier jour de l'Aïd, avec cette entraide, surtout cette solidarité, surtout ce beau sourire. Très bien, voilà, avec ces enfants aussi malades. Bravo à vous. Merci bon courage, c'est gentil. Et vous allez continuer à le faire aussi durant ces jours-ci, puisqu'il va y avoir donc cette opération à partir du 22, les éboueurs de la mer, mais pas que. La saison estivale aussi se prépare et se profile. Hein. Elle se profile et nos directs au niveau des plages sont en préparation avec qu'on appelle ça, c'est le groupe HTT, un groupe public qui gère un petit peu les hôtels et les complexes touristiques au niveau donc du littoral algérois. Et comme chaque année, on aura quelqu'un. L'année dernière et les années d'avant, c'était Yazid Et Hamadouche qui le faisait. Cette année, c'est Reda Menassel, on peut l'annoncer. Notre animateur également, un des animateurs vedettes de la chaîne 3, qui ira sur le terrain avec réalisateurs et équipe technique pour traduire l'ambiance estivale qu'il y aura au niveau des plages en direct. Ça sera tous les jours à 15h. Beaucoup de public à une émission radio, comme d'habitude, une belle fraternité entre les gens. Voilà. Merci beaucoup Jamal Sanhadri. Je rappelle, vous êtes le sous-directeur de la production de la chaîne 3. Merci pour cette belle opération. Un jouet, un sourire. Voilà, j'y arrive. Merci beaucoup, bon courage à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. On va continuer dans cette ambiance de solidarité avec l'association Chiche Dir El Khair. C'est donc un sujet signé Bouchra Bouali. Créée en 2017, Chiche Dir El Khair est une association caritative qui vient en aide aux personnes dans le besoin, et ce, à travers tout le territoire national. L'association regroupe 13 membres, tous étudiants âgés de 18 à 25 ans. L'association a été créée en 2017 pour un but de le jeune Algérien donc on a essayé de changer l'idée تاع الناس. C'est donc principalement pour lutter contre les idées reçues et démontrer que le jeune Algérien peut être d'une grande utilité à la société que Chiche Dir El Khair a vu le jour. Le groupe de bienfaiteurs tente même d'inculquer les valeurs de don, de partage et d'entraide aux plus petits. Donc, qu'est-ce que tu fais là avec ton tonton? Je suis venue l'aider. L'aider à quoi faire? À remplir les cartons. Ils sont pour qui ces cartons? C'est pour les gens pauvres. Les gens pauvres? Et tu veux les aider toi? كما نقولوا سي لا فورس سي تحدي سي شيش مو الجيروا وين باسكو حنا من كارتي بوبيلار محمد بالوزداد دونك اون شوازي هذا لو مو تاع لي جون فوالا تاع فازي ارواح نديروا الخير ارواح نتعاونوا هذا هو الكونسيبت باش نبوسيو الناس باش تعاونا سورتو لي جون. Et cela fait visiblement des émules, puisque les âmes charitables multiplient leurs dons sur la page Facebook de l'association. C'est un réseau social, il est devenu plus large, donc il y a beaucoup de gens qu'on peut contacter avec eux facilement. On peut transmettre nos messages facilement. Il est plus efficace? Oui, il est plus efficace. Il y a même des gens moi personnellement, je reçois chaque jour des messages des bénévoles qui veulent travailler avec nous. Il y a même des travailleurs qui peuvent donner une somme de leur argent. Donc, La collecte des dons se fait principalement via les réseaux sociaux, mais également à travers des paniers pour denrées alimentaires installés dans les petits commerces et les grandes surfaces
où des consommateurs peuvent faire leurs dons. L'association qui mène des actions tout au long de l'année établit durant le mois de Ramadan un programme spécial. Pour Ramadan, on a fait l'objectif de 600 koufins. باش يروحوا للأورويلايا. Quels sont les villages justement On a ciblé le sud, c'était à Al-Biyad et Ouadsouf. Et on a aussi l'est à Tbessa et aussi l'ouest à Sidi Bel Abbas. Dernièrement, et Mdia aussi. Logistique, c'est pour le garage, madame, il est gratuitement. Un Mohsin il m'a donné ça pour mettre les produits alimentaires et pour distribuer, madame, c'est totalement c'est des gens qui يحبوا يعاونوا من عندهم بلا même حتى هما كي ديبلاسيو معنا c'est leur argent, madame, même le camion تاعهم c'est من عندهم. Quand on veut, on peut, c'est ça. Donc, dans le jour, il y a 24 heures, donc on peut donner même en moins 2 heures pour les autres, ça ne dérange pas, ça me dérange pas. Consacrer du temps aux autres et leur venir en aide, autant de valeurs prônées par cette jeune association très active. Voilà, de retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va continuer à parler de se relayer, de solidarité, surtout d'entraide et aussi faire du bien autour de soi. C'est très important. Et l'Aïd, c'est aussi l'occasion. Ramadan et l'Aïd, c'est l'occasion de montrer que cette entraide existe et même au-delà de nos frontières, bien entendu, avec l'entraide, la solidarité de Nassera Arsouli Boudrich. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, parce que maintenant, ça fait plusieurs années, on ne peut pas les compter les années depuis qu'on vient chez vous et qu'on est là. Donc, je tiens à remercier la télévision algérienne qui nous reçoit chaque année quand on vient. Et nous avons aussi, nous, fait de la solidarité d'abord en France, pendant tout le mois de Ramadan. Pour nos ressortissants qui n'ont pas de papier, pour les gens nécessiteux et tout ça, où ils avaient un iftar tous les soirs. Tout à fait. On va en parler, on va présenter tout le monde. D'accord. Saha Aïdkoum déjà, merci d'être là. Merci vous êtes à vous. Très actives, mesdames, hein, ça fait plaisir. Alors, Nassera Arsouli Boudrich, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association ASEM de l'entraide méditerranéenne. Vous êtes venue avec 3 de vos collaboratrices. Avec nous, Madame Sofia Kasraoui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Salam alaikum. Bienvenue, vous êtes la secrétaire donc, de Générale, cette association. Rachida Kadour, bonjour. Bonjour, Saha Aïdkoum. Merci Merci de nous avoir invités encore cette année. Vous êtes la secrétaire adjointe de l'association. Et Amina Bouatlaoui Dehbi, vous êtes la trésorière. Effectivement, trésorière générale. Générale. Saha Aïdkoum, kul am wa antoum bkhair. Saha Aïdkoum, vous aussi. Et vous avez fait le déplacement pour cette opération. Vous avez été très active durant tout le mois de Ramadan. Vous êtes sur le terrain pratiquement toute l'année, hein, au sein de l'association. Un peu plus, vous carburez un peu plus Ramadan. Non. Un peu plus. On carbure toute l'année parce qu'on a des malades. D'accord. Là-bas. À suivre surtout. À suivre. Et à suivre. Et on a même, cette année, malheureusement, on a fait même 2 rapatriements. Ah, c'est triste. Donc après, il faut que je rende hommage à une dame, mais on parle d'abord de ce qu'on a fait pendant l'Aïd. Mais on est actifs toute l'année. Nous sommes une vingtaine de personnes. C'est vrai qu'avec les malades, on ne peut pas s'arrêter. On ne s'arrête pas parce que, en fait, on a un agrément avec la PHP, les hôpitaux de France, de Paris, où ils nous connaissent. Donc c'est eux qui nous appellent quand il y a des ressortissants algériens qui n'ont personne. Même, on leur a dit même qu'ils soient africains, qu'ils soient noirs ou blancs, comme n'importe quel pays. Pas de couleur, hein. Vous nous appelez, on vient leur donner le sourire. Voilà. On vient les visiter. Après, on fait un planning. Chaque jour de repos, quelqu'un qui est de repos, il va s'occuper de cet enfant. On les accompagne pour moi. Tout ce qui est médical, c'est Sofia, parce qu'on est 2 infirmières. On va voir les médecins, on va en parler, on fait les dossiers médicaux et tout. Tout ce qui est administratif, c'est Sofia. C'est dur parce qu'il faut être vraiment aux aguets, suivre les dossiers médicaux parce qu'il y a tout un archivage aussi on a des dossiers de France, bien entendu, qui sont très rigoureux aussi. Rigoureux, et puis nous avons des dossiers pratiquement par chaque malade. Oui.
Et puis, on reçoit combien de coups de fil par jour en Algérie? Une dizaine. Des milliers de... Tunisie, Maroc, des fois aussi, on nous appelle. On agit en Tunisie. Voilà. Et c'est dur parce que vous devez faire très vite. Quelquefois, ce sont des vies qui sont aussi en jeu. Donc, ce sont des enfants qui ont besoin d'une prise en charge très, très rapidement. Et comment vous faites pour cela? Alors, d'abord, je remercie les gens qui nous soutiennent. Il y a une personne, moi je l'appelle notre ange de l'association, qui s'appelle Vanessa Menadi, qui est journaliste, vous la connaissez en fait, elle est déjà passée ici, qui est journaliste à une radio qui s'appelle Beurre FM et qui est la marraine de l'association. Donc quand on est vraiment à un cas de vie ou de mort, c'est cette radio qui nous a parrainés et tout le dossier médical qui passe par la radio, parce qu'il y a des gens qui appellent la radio, ils passent par nous. C'est nous qui traitons les dossiers avec Rachida, avec Sophia, avec Mina. On traite dans le cadre de l'urgence. Avec toute l'équipe, il n'y a pas que nous. Non, mais on parle pour le médical. Non, on parle pour le dossier médical. On fait une réunion avec l'équipe parce qu'on est nombreux, là-bas aussi, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. On traite les dossiers les plus urgents et on fait le tri. Tous les malades qui peuvent se soigner en Algérie, on les dirige. Pourtant, on habite en France, mais on sait qu'il y a des endroits où ils peuvent se soigner. On a des gens qui nous aident en Algérie. On les envoie en Algérie pour se soigner. Ceux qui ne peuvent pas se soigner en Algérie, on leur dit de nous envoyer un compte rendu. On fait un devis parce que gratuit, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Non, c'est fini maintenant. Avant, on venait, à 20 ans en arrière, on venait, nous-mêmes, avec Mina, on a pris pas mal d'enfants d'ici. C'était gratuit. On les hébergeait chez nous. Il y a même des opérations où il y a des médecins qui viennent se déplacer, qui opèrent gratuitement. On est venu à l'hôpital d'Arbo. On est venu, maintenant on fait comme ça. Quand il y a des malades, on travaille avec une association médecins franco-algériens, on s'organise. Vous pouvez nous parler justement des photos qu'on est en train de voir. On voit donc Madame Kadour aussi. Là, on est en oncologie à Blida. En train de distribuer les jouets. C'était hier matin. C'était hier matin. Avec Sophia, c'est ça? Sophia, voilà. Il y a là, c'est l'oncologie avec l'équipe d'animation qui était avec nous. Parce qu'on prend l'équipe d'animation, voilà. Ça, c'est l'hôpital Mustapha. Alors, on a fait tous les services, bien sûr, où il y a des enfants, et évidemment l'oncologie. Donc, le concept, c'est un jouet, c'est Mustapha, ça. Un jouet, un vêtement, l'animation, un goûter, une boisson. Après, on demande à l'équipe médicale, là, c'est mon neveu, ma nièce, qui ont perdu leur maman, les Rahma. Ils ont remplacé leur maman, qui était membre adhérent de l'association ASEM en Algérie. D'accord. Voilà, Jamel et Assia que j'adore. La petite fille qui a voulu absolument faire une photo avec nous, donc on est très heureux. On leur souhaite la guérison, vraiment le jeune couple, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Tout à fait. Madame Kadour, vous qui participez à ces opérations depuis maintenant combien de temps? Vous venez en Algérie pour cela? Là, ça fait... Non, avec nous. Avec toi, ça fait 3 ans. Oui. Ça fait déjà 3 ans, ça passe tellement vite. Et je fais cette action tout le temps. Et moi, je suis une personne de terrain. Oui. Elle fait les visites. Elle fait beaucoup les visites parce que nous on travaille, donc elle fait beaucoup les visites. Oui, c'est pas difficile justement. C'est pas difficile d'aller justement vers la détresse de ces personnes. Vous êtes carrément cette éponge. Vous ressentez toute cette souffrance, toute cette tristesse aussi quand vous allez voir les personnes malades. Tout à fait. On est infirmière. Elle aussi, elle est infirmière. Infirmière à la retraite. Comme j'étais dans et on adore ça. Et j'ai travaillé toute ma vie, enfin presque, on va dire, en oncologie, en soins palliatifs. Et j'accompagnais tout le temps les personnes. Et puis on aime ça. C'est nos compatriotes. Et je suis contente de trouver cette association parce que comme je suis toujours dans le médical, et c'est ce que je recherchais, et je suis tombée en plein dedans. Voilà. Et ça me plaît ce que je fais. Et pour rassurer justement les malades, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer donc de soulager leur souffrance au moins quelque temps? Déjà, on leur fait... comment je vais expliquer ça? On leur achète les cadeaux, les jouets. On fait leurs souhaits déjà, tout ce qu'ils nous demandent. Tout ce qu'ils nous demandent, on essaie de le réaliser. D'accord. Avec tout on ramène à manger, voilà. parce que la nourriture de l'hôpital. Comme là, il y avait le ramadan, il y avait une famille aussi qui... Non, après on parlera de ça. On les laisse après, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Enfin, on soulage. Alors, comme en tant que musulman... Marceli est très bien organisé dans sa façon. Moi, j'ai tout. De parler. Papier. On essaie avec nos mots. D'accord. Voilà.
Ok. Pas choqué, mais on essaye de... Voilà, et pour vous, Amina, vous avez rejoint le groupe et l'association ça fait des années, toute une vie. Hein. Oui. Plus de 15 ans qu'on est ensemble. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Hein. Oui. Vous étiez dans le corps médical aussi? Non, moi je suis dans l'enseignement, donc l'enseignement supérieur et puis secondaire. En espagnol, por favor. Et je suis, professeur, bien évidemment. Et j'ai toujours lutté contre la détresse des gens. Au sein de ma famille, à côté de mes amis, de mes collègues et tout. Et Nassera, je l'ai connue depuis très longtemps parce qu'en fait, comment je l'ai connue? Je l'ai connue parce que ma mère était malade. Et c'était elle qui était son infirmière. Hein. Voilà. En 1997. Des liens forts vous réunissent, des liens très forts vous réunissent. En 1997. Hein. Oh là là. Donc, et depuis, j'ai maintenu l'amitié. Elle est devenue membre de notre famille. Hein. Nassera et ma sœur, c'est exactement pareil. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Son mari, par exemple, quand je l'appelle, il lui dit Nassera, ton second mari. Au téléphone. Voilà. Donc on est inséparables. Hein. Inséparables et pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Exactement. Vous êtes obligés d'être constamment organisés et bien organisés pour mieux faire passer vos messages et votre opération. Sincèrement, on ne peut pas la suivre. Moi, des fois, je lui dis, mais au-delà de l'énergie, hein, elle dépense des milliers de tonnes d'énergie. Hein. Rien qu'à elle seule. Et quand je lui dis, mais Nassera, je suis fatiguée, parce qu'on travaille, figurez-vous, même le week-end. Hein. Aucun jour ne nous appartient. Hein. Moi, je finis mes cours, je la rejoins le week-end avec elle. Et puis quand je lui dis, Nassera, écoute, je suis épuisée, je suis fatiguée, elle me dit, n'oublie pas une chose. Et cette phrase, je la dis tout le temps. Al-khair machi sahal. Exactement. C'est pas évident, je le dis toujours. Ces bénévoles, ces personnes qui travaillent quotidiennement, bien sûr, qui prennent de leur temps pour le donner aux autres, c'est très difficile et parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils vivent avec ça. Moi, c'est l'héritage de mes parents. Oui. Parce que mon père et ma mère étaient comme ça. Ils faisaient ça en Algérie, à Alger. Ils s'occupaient des nécessiteux, ils s'occupaient des malades, ils recevaient des gens qu'ils ne connaissaient pas chez eux, ils n'avaient pas où dormir. C'est un héritage. Oui. Et j'ai vu mes parents, toute petite, faire des choses comme ça. Et j'ai dit, non mais c'est pas possible. Et puis à l'hôpital, on a vu des choses, parce qu'il ne faut pas dire que les Algériens là-bas, ils sont bien traités. Hein. C'est pas l'Eldorado. Hein. Et quand nous, on est sur le terrain, on voit comment des fois on leur parle, on a dit jamais ça. Jamais qu'un Algérien soit malmené. On va lui dire quelque chose parce que sinon, moi, on me connaît. Hein. Je ne me laisse pas faire. Je suis cadre infirmier maintenant. Et on est en plus toutes des syndicalistes. Hein? Et donc, on défend les Français. Vous voyez, quand ils ont un problème, ils viennent chez les Algériens pour défendre leurs intérêts. Voilà. On est deux délégués syndicaux. Sophia, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez pris le relais, vous avez emboîté le pas en fait à Polisario. Oui, j'ai rencontré Nassera et Mina, l'équipe, en 2011. Oui. Et j'ai d'abord commencé avec l'association pour défendre un patient qui s'était plaint de maltraitance en France. On est allé en justice, hein. D'accord. Voilà, donc c'était un patient qui était en attente d'une greffe rénale, qui était dialysé. Et puis on a continué. Il avait ses papiers en plus. Tout à fait, oui. Et puis il a réussi à être transplanté aussi par la suite. Et puis ensuite j'ai accompagné l'équipe au Polisario aussi. On est parti au Front Polisario en 2015. Et on continue des conditions difficiles aussi pour ce peuple. Une riche expérience. C'est une riche expérience. On le souhaite à tout le monde. C'est la plus belle mission, ça. Une équipe pluridisciplinaire avec des médecins syriens et libanais qui nous ont accompagnés. Algériens. Bien sûr, Algériens, bien sûr, mais il y avait des Syriens et des Libanais aussi. Et puis on a continué en France et là, je les ai rejoints aussi cette année pour l'Algérie. Voilà, nous avons soigné 360 personnes au Front Polisario. Exact. On a fait des interventions chirurgicaux, on a pris des lunettes, on avait, je vous dis, plus de 400 kilos d'excédent de bagages.
Oh là là. Mais on a mis du matériel médical. Hein. Et vous avez fait comment pour... On a payé. Personne ne nous a aidés. Nous avons payé. Oui, mais oui. On n'est pas aidés. On n'a pas de subvention. La France nous reconnaît. On est loi 1901. L'Algérie non plus. Hein. Non, la France nous reconnaît. On est loi 1901. On a un agrément dans tous les hôpitaux. On a un numéro de SIRET. On a une assurance. On est déclaré aux impôts. Chacun qui nous fait vous un êtes très bien structuré. Non, mais ce que c'est aujourd'hui, parce que comme vous le dites, le khir, c'est pas facile de le faire et pouvoir être bien structuré pour mieux agir directement, aller très duré et pour durer. Et là, ça me donne aussi l'occasion de parler de ces opérations de rapatriement aussi qui est une opération. Je vais parler déjà ce qu'on a fait vite fait, ce qu'on a fait. Alors. Le premier, parce qu'on a été pris à court de temps, on a été, nous on pensait que l'Aïd c'était mercredi, donc quand on a appris à 21h que c'était mardi, nous n'étions pas prêts, on avait les sacs encore, donc des bénévoles, on a des bénévoles algériens qui sont venus nous rejoindre la nuit, Mounira, Yasmina, qui sont venus nous rejoindre, Manias Yamina, que je remercie beaucoup, avec 3 enfants, elle les a laissés à son mari, elle est venue la nuit. Et la nuit, on a fait tous les paquets. Parce que trier les âges et tout ça, on n'a pas dormi. Après, à 8h du matin, on a décollé, on est parti. On a commencé par Alger, Mustapha. Après, nous sommes partis dans un foyer de personnes en situation de handicap, Sidi Moussa. Après, on est parti dans une maison de retraite avec Sidi Moussa. Après, on est parti dans une maison de retraite à Blida. Et donc, le deuxième jour, on a fait l'oncologie de Blida. On est parti faire Tizi Ouzou. D'ailleurs, je remercie Madame Mokrani, qui nous a très bien reçus et qui nous a emmenés. C'est très intense. Vous n'allez pas chez votre famille, vous n'avez pas trop le temps. J'ai vu personne encore et j'ai souhaité bonne fête à personne. Eh ben, c'est l'occasion. J'espère que mes sœurs et mes frères ne m'en voulaient pas. Vous savez que je suis c'est là. Mes frères et mes sœurs, vous ne m'en voulez pas. La famille, vous ne m'en voulez pas. Parce que, voilà, vous connaissez mes actions. J'ai laissé mon mari, mes enfants et tout ça, même mes petits-enfants. Mais je ne peux pas. Oui. Et là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ce sera l'occasion de parler de ce on a fait Tizi Ouzou et Asfon. Donc ça, c'est tout ça. Il nous reste l'hôpital Maillot à faire encore. Donc là, je tenais à remercier une maman que j'appelle une maman courage. S'il y avait une médaille à donner, cette dame, elle mérite la meilleure médaille. Elle s'appelle Lilia Gamrassi. Lilia Gamrassi. Si tu me vois, Lilia, je t'embrasse, j'ai la chair de poule de parler de toi. Cette maman, elle a sacrifié 3 ans à s'occuper de sa fille qui a eu une leucémie. Et que la leucémie, ils l'ont soignée, ils ont dépensé un fric fou en Algérie. Ils l'ont laissé traîner ici, au lieu de, comme il n'y a pas de prise en charge. Après, ils l'ont ramenée comme ça en France. Et nous, le CPMC, mais elle était déjà paralysée. Le CPMC nous a appelé toute l'équipe de l'association ASEM, qui est en France. Ils se sont, quand on était tous les jours là-bas, on est parti parler avec le professeur, on a fait un staff. Elle nous a dit, c'est dommage, elle est arrivée trop tard. C'est triste. Donc, la fille, quand elle nous voyait, on était contents et tout. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te fait? Elle était paralysée. Quand elle était tata, j'ai envie d'aller à Euro Disney. J'ai dit, tu sais, j'ai été voir le prof. Elle me dit, Mme Baudry, je vous déconne. Je suis même dans un brancard, je l'emmène. Je m'en fous, je suis une kamikaze. Elle m'a dit, enfin, kamikaze dans le bon sens, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut peser ce mot. Elle m'a dit, madame, elle peut mourir en route. J'ai dit, écoutez, c'est pas grave. On a passé un temps fou. Et c'est Mina qui a trouvé l'équipe de Disney qui sont venus avec presque 1 000 € pour lui faire Disney à l'hôpital. Et on lui a réalisé, son rêve. On était en mèche avec sa maman. La dame aussi, son grand-père Missoum, que je remercie beaucoup parce que vraiment, courageux. Il s'est occupé d'elle pendant 3 ans. Parce que moi, je suis désolée, on s'est occupé de cette fille depuis le mois de mars. Je n'ai jamais vu son père. Je ne le connais pas. Il n'est jamais venu à l'hôpital voir sa fille. Oui, mais ça, c'est interne de toute façon. C'est leur problème. Voilà. Mais on va juste rendre hommage à cette dame. Hamladjia, 18 ans. Elle est morte le 29. Et sa maman, elle voulait absolument la rapatrier le jour même. Et nous avons réussi, on l'a rapatriée le jour même. Et c'est pas évident. Après, son frère qui est venu pour lui donner la greffe, il a 14 ans. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Yasser.
Yassir, je te fais des gros bisous. D'ailleurs, on va aller les voir. 14 ans de eux, c'est 14 ans. Ils dormaient à l'hôpital. Toute cette famille dormait à l'hôpital avec leur fille. Je remercie l'hôpital Salpêtrière parce qu'ils nous ont accordé beaucoup de choses. Ils ont soigné cette fille comme il fallait. Ils nous ont rien demandé, aucun centime. Ils ont tout fait. Bravo en tout cas pour cette chaîne de solidarité. Et j'avais Yasmina, j'avais l'effort que vous faites. Et il y a une chose, quand le ramadan est arrivé, toute cette famille faisait ramadan, ils étaient 3. Nous avons organisé une équipe pour leur emmener l'iftar, entre autres, l'association ASEM, première semaine c'est Rachida, le temps de trouver d'autres personnes. Tous les soirs, ils avaient un iftar. Cette Nedjia nous a réunis, elle est fil Jannah. Parce que c'était Mademoiselle Sourire, Mademoiselle Coquette, Mademoiselle. Alors, et je tenais, son fiancé, elle avait un fiancé qui lui a réalisé son rêve. Hagdak paralysé, il lui a envoyé la bague de fiançailles à l'hôpital, à la Salpêtrière. Et ils se sont fiancés avec le téléphone à distance. En tout cas, voilà. bravo pour c'est très beau. Cette opération. Si, alors, toute un dernier mot pour chacun parce que ça on a quand même l'antenne de l'association ASEM qui est à Metz. Je remercie Brahim Ben Saïdoun, Nadia Ahmad qui venait avec nous chaque année. Cette année, elle n'a pas pu venir parce que sa fille passe le bac. On lui souhaite le baccalauréat. Et tous les membres de l'association. On lui souhaite une réussite pour le baccalauréat. Toutes les personnes qui nous ont aidés, on leur dit merci. Et je dis merci à toute l'équipe de l'association et les membres d'honneur. Je vous embrasse. Merci mesdames d'être venues. Bravo pour ce que vous faites. Comme ça, en tout cas, vous rendez le sourire à beaucoup d'enfants, de personnes qu'on a besoin. Bon courage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. Prochain rendez-vous. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié. Et puis on se donne rendez-vous. Bien sûr, demain, on sera en Tunisie. De 9h demain, Inch'Allah, avec Mahrez Rabia et toute l'équipe. Excellente journée à vous tous. Kul am antoum après encore une fois. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Tu nous dis quand est-ce qu'on